Et à toutes. Attends, recommence, tu n'avais pas de micro. Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose de patienter encore une minute et nous démarrons le temps que tout le monde se log, arrive. Voilà, je vous propose de démarrer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Sandrine Maubert, je suis la directrice adjointe de l'IRP Nanoélec. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire ce matin. Nous sommes le 8 mars. Comme chaque année, cette année est dédiée aux droits de la femme partout dans le monde. Le thème 2022 proposé par l'Organisation des Nations Unies est l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Comme vous le savez peut-être, Nanoélec a lancé cette année 4 actions qui s'inscrivent dans les objectifs du développement durable de l'Organisation des Nations Unies, ce qu'on appelle les ODD. Il y a des actions qui impactent directement les activités de recherche et développement et d'innovation, des programmes en soutien à la filière électronique. Et nous avons également une action en faveur d'un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans nos métiers et dans nos entreprises. En fin de webinaire à 9h45, je vous présenterai les tout premiers prix pour les femmes dans la recherche technologique. Mais tout de suite, accueillons Iris Degen, qui est membre de l'association Femmes Ingénieurs, dont Nanoélec est membre depuis cette année. Iris est ingénieure en génie civil et travaille dans le désamiantage en entreprise de travaux publics depuis 10 ans. Aujourd'hui, elle est chargée de l'étude des prix pour le désamiantage, la démolition et le génie civil au sein du groupe indépendant MD Amiens. Elle est d'origine autrichienne. Elle a adhéré à l'association de femmes ingénieures après la découverte du sexisme dans le monde du travail lors de sa première grossesse. Elle avait besoin de s'engager pour changer les choses et faire sa part, contribuer pour que d'autres femmes ne vivent pas la même chose, en fait. L'association Femmes Ingénieurs lui donne la possibilité d'intervenir auprès des jeunes pour promouvoir les métiers scientifiques, auprès des entreprises pour améliorer la diversité et auprès des pouvoirs publics. Elle est déléguée régionale Rhône-Alpes et est chargée des interventions au niveau du milieu scolaire et le contact des entreprises. Donc, Iris est venue partager avec nous les conclusions d'une analyse de l'enquête de l'IESF sur les ingénieurs scientifiques de France sous l'angle de la parité et de l'égalité professionnelle. Tout d'abord, Iris, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter très brièvement l'association que tu représentes et puis, dans un second temps, nous présenter la synthèse que vous avez faite sur cette analyse de l'IESF, pardon. Oui, merci Sandrine. Donc, je vous présenterai aujourd'hui la synthèse des résultats que l'association Femmes Ingénieurs a tiré de l'enquête de l'IESF sur les ingénieurs en France. Chaque année, l'IESF procède à une enquête auprès des ingénieurs pour les questionner sur leurs activités, les secteurs dans lesquels ils travaillent, le salaire et les conditions de travail. Femmes Ingénieurs en tire une synthèse en distillant la situation des femmes ingénieurs spécifiquement que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est merveilleux. 23% des ingénieurs en France sont des femmes ingénieurs.
Ce pourcentage, il évolue pas beaucoup depuis plusieurs années, mais quand on découpe les tranches d'âge, on voit quand même que parmi les ingénieurs de moins de 30 ans, elles sont déjà 30%. Donc, et même 36% pour la tranche d'âge de 30 à 39 ans. Donc, on voit quand même une évolution qui donne à espérer que ce taux va augmenter dans les années à venir. Les métiers exercés par les ingénieurs, tous sexes confondus, hein, sont principalement les études, la recherche, les productions et activités connexes et le domaine des systèmes d'information. On peut quand même noter aussi qu'un quart des ingénieurs ont une activité sans rapport direct avec leur formation, où ils peuvent travailler dans la RH, le marketing ou le management. Donc, ça, c'est très intéressant à voir par rapport à la souplesse que nous donne une formation d'ingénieur. Et après, ici, pour parler spécifiquement de la position des femmes, on peut dire que la parité n'est pas du tout acquise. Hein. Donc ça, je pense qu'on le voit tout de suite. Et que les domaines avec la meilleure parité sont l'enseignement et la formation. Et puis l'administration. L'administration, là où il y a le plus gros écart au niveau de la parité, c'est la direction générale. C'est vraiment un point qui saute aux yeux. Alors, pour deux raisons. Premièrement, c'est le métier avec que 10% de femmes. Et deuxièmement, c'est le quatrième domaine le plus fort dans lequel travaillent les hommes. Donc, la direction générale se trouve en quatrième place dans les métiers exercés par les hommes et se trouve en avant-dernière place des métiers exercés par les femmes. Quand on regarde les secteurs d'ingénierie dans lesquels travaillent les hommes et les femmes, on peut dire grossièrement qu'un tiers travaille dans l'industrie, un tiers dans les activités tertiaires et le dernier tiers dans la construction, le BTP, l'électricité, le gaz, l'eau, l'assainissement. Ici, il y a un seul domaine où il y a plus de femmes qui choisissent d'y aller que des hommes. Donc, ce n'est pas le taux de femmes et d'hommes dans ce secteur, c'est le pourcentage parmi les ingénieurs femmes et les ingénieurs femmes qui choisissent ces secteurs-là. Donc, c'est dans l'agriculture, c'est le sylviculture et la pêche les femmes choisissent plus activement d'y aller que des hommes. Sinon, c'est assez équilibré entre le choix des secteurs entre les femmes et les hommes. Si on regarde ce même tableau, donc des secteurs d'ingénierie sur un point de vue de salaire, alors déjà, je présente un peu la slide pour plus de lisibilité. Donc ici, on parle de salaire brut annuel, donc médian pour les hommes, médian pour les femmes. Le salaire médian des hommes, c'est 60 000 bruts à l'année. Et pour les femmes, c'est un peu en dessous des 50 000. Donc, on a un écart global de salaire de 17% qui est très différent en fonction des secteurs. Donc, ici, je ne sais pas si vous le voyez, en rouge, en fait, vous avez les salaires médians qui sont inférieurs, des salaires bruts annuels inférieurs au médian. Et en noir, c'est ceux qui sont supérieurs. Bon, on voit ce que on sait, hein, c'est que les différents secteurs ne rémunèrent pas de la même manière, qu'il y a des secteurs plus rémunérateurs que d'autres. Et on voit aussi que l'écart salarial entre hommes et femmes est différent en fonction des secteurs. Il semble quand même que les secteurs avec un faible salaire médian sont aussi les secteurs avec plus un taux de femmes, un taux de parité plus élevé, et en même temps aussi les secteurs avec des écarts salariales qui sont plus élevés. À savoir qu'on prend par exemple l'électricité avec un assez faible pourcentage de parité, des salaires assez élevés et un écart salarial moindre par rapport aux autres secteurs. Donc,
pour faire la suite, on peut aussi analyser les écarts de salaire en fonction de la tranche d'âge, où en entrée de carrière, l'écart il est de 6%, il est stable depuis la dernière enquête qui a été menée. Et il a légèrement baissé pour les 30 à 39 ans. Par contre, il a augmenté pour les tranches d'âge des 40-50 ans et des 50 ans à fin de carrière. Donc, l'écart, il augmente avec l'avancement de la carrière. Et il a encore augmenté par rapport à l'enquête d'il y a 2 ans. Donc ça, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Hein. C'est un écart en fin de carrière qui était de 22% en 2018, alors qu'il était en 24% en 2019. Ici, on a un tableau qui montre le taux de prise de responsabilité des hommes et des femmes. Donc, dans l'ensemble, il y a un peu plus de 50% des hommes qui ont des responsabilités, alors des responsabilités hiérarchiques, budgétaires ou sur le résultat financier. Alors qu'il y a moins de 40% de femmes au global. Hein. Donc, il y a une nette différence entre le taux de prise de responsabilité. On voit quand même qu'il y a une progression de ce taux-là au long de la carrière. Ça, c'est quand même bon signe, hein, que cette évolution est à peu près la même pour les hommes et pour les femmes. C'est juste dès le départ, il y a vraiment un écart qui est présent et qui se creuse encore sur le taux de prise de responsabilité. Ça va influer, bien sûr, sur les salaires, puisque le salaire médian d'un ingénieur avec responsabilité donc hiérarchique ou budgétaire est de 70 000 bruts à l'année, alors que sans responsabilité, les deux sexes confondus, donc sans différence homme-femme, il est de 49 000. Donc on a quand même une différence de 20 000 bruts à l'année, rien que par rapport à ce critère-là, qui va beaucoup jouer donc, sur l'écart de salaire. La plupart des ingénieurs sont embauchés en CDI. Donc, c'est la partie orange, hein, c'est une très grande partie des ingénieurs. À part ça, on peut voir que les ingénieurs qui sont en CDD sont 2 fois plus de femmes en CDD que des hommes. Et il y a aussi beaucoup plus de femmes qui sont dans la fonction publique. Voilà, que globalement, l'emploi des ingénieurs est stable et très favorable. Ça veut dire le taux de chômage, il est inférieur à 5%. Hein, donc, on parle de plein emploi. Et il y a 72 des femmes ingénieurs qui n'ont jamais connu de période de chômage au cours de leur carrière. Donc, dans quel type d'entreprise travaillent les femmes ingénieurs ? Elles travaillent surtout dans des grandes entreprises, comme les ingénieurs hommes, et puis en petites et moyennes entreprises et le secteur public. Ce qu'on voit, c'est que le secteur public est celui avec le taux de parité le plus fort. Alors, donc, c'est le secteur public et les ONG qui ont le meilleur indice de parité. Le plus mauvais indice de parité se trouve dans les grandes entreprises et les SA à capital public. Les jeunes femmes ingénieures de moins de 30 ans travaillent également surtout dans les études et la recherche, la production, les activités connexes et le conseil technique. Là, on voit une évolution, c'est qu'elles se dirigent de plus en plus aussi vers les secteurs du numérique et de l'environnement. Au niveau du type d'entreprise, la plupart des jeunes femmes ingénieures commencent à travailler dans les grandes entreprises. Mais là aussi, on voit une évolution par rapport aux générations précédentes qui se dirigent aussi de plus en plus dans des associations, dans des ONG et la fonction publique. Pour parler concrètement donc, de 2 questions précises, c'est la transformation numérique et l'éthique au travail. Donc, il y a plus de femmes que d'hommes qui se prononcent
dire qu'ils ne s'engagent pas ou ils ne se sentent pas concernés par la transformation numérique, ce qui est dommage, puisqu'on sait que c'est un secteur porteur d'avenir et qui va tous nous toucher. Alors, une explication est peut-être que le taux de féminisation de l'industrie et des grandes entreprises est parmi les plus faibles. Et c'est ces secteurs-là qui sont le plus acteurs dans la transformation numérique. Donc, il y a peut-être un rapport avec ça. Sinon, il y a aussi une question sur la perception de l'égalité en entreprise, où il y a presque 65% des hommes qui pensent, qui ont une perception très positive de l'égalité en entreprise, alors qu'ils sont en moyenne que 55% des femmes. Donc, il y a un écart de 10% en fait sur la perception de l'égalité, qui est quand même inquiétant parce que ça veut dire que c'est les hommes quand même qui se trouvent le plus statistiquement sur les postes à responsabilité et les postes de direction qui sont moins conscients des questions d'égalité, alors que les femmes qui sont plus exposées aux difficultés sont plus conscientes de ces questions-là. Il y a aussi une différence entre les générations de femmes ingénieurs où les ingénieurs femmes de moins de 30 ans sont plus satisfaits avec l'égalité en entreprise que les autres générations. Alors, c'est, j'ai envie de dire, un bon signe, parce que ça veut dire, dans le meilleur des cas, qu'elles ne sont pas confrontées à des difficultés en entreprise. Reste à espérer qu'on voit dans les années à venir, justement, la transposition de ce taux de satisfaction dans des autres générations. Donc, justement, ils n'ont pas à subir des problèmes plus tard qui mènent à des taux de satisfaction plus bas. En conclusion, on peut dire que les femmes ingénieurs ont des carrières variées, utiles et riches d'initiatives, qu'elles sont très satisfaites de leur carrière, qu'elles bénéficient d'une grande liberté dans les horaires, le travail collaboratif, le télétravail, et qu'elles sont 2 fois mieux payées que la moyenne des Françaises. Les secteurs d'avenir ont grand besoin de femmes, d'ingénieurs. Ils cherchent activement des femmes aujourd'hui. Il y a néanmoins un plafond de verre qui persiste avec les femmes ingénieurs qui ont tendance à avoir moins de responsabilités et un écart de salaire qui se creuse tout au long de la carrière. Il y a aussi la présence de femmes dans la direction qui est toujours faible et qui évolue peu. Il y a un très gros potentiel inexploité, donc, qui donne des possibilités aux entreprises et aussi aux secteurs qui sont les plus porteurs d'avenir. Donc, je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions. Alors, vous suivez le rendez-vous Femmes et Hommes d'Anna Nouilek. En bas à droite de votre écran, vous trouverez l'interface de chat. Vous pouvez poster vos questions ou aussi lever la main pour qu'on vous donne la parole via le petit icône, émo-icône, pardon, en haut à gauche de la fenêtre du texte. Bien penser, en bas, pardon, bien penser à vous présenter lorsque vous prenez la parole en indiquant votre nom et aussi votre entreprise ou laboratoire ou organisme dans lequel vous travaillez. Il y avait la question de l'association. Alors, moi, j'avais une question, Iris. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus en quelques mots ton association et qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Oui, bien sûr. Donc, l'association Femmes Ingénieurs existe depuis les années 80 et travaille sur la promotion des femmes ingénieurs globalement. Donc, globalement, ça veut dire les femmes dans tous les métiers scientifiques et dans l'ingénierie. Il y a 4 axes d'action qui sont employés. Donc, premièrement, c'est les interventions au milieu scolaire, dans le but de sensibiliser les filles aux métiers technologiques et de la science.
en se disant, voilà, s'il y a plus de filles qui choisissent cette voie-là, déjà, ça améliorera la mixité au sein des ingénieurs. Le deuxième axe, c'est les entreprises. Donc, d'un côté, conseiller ou aider les entreprises qui souhaitent œuvrer pour plus de mixité, et aussi porter conseil aux femmes ingénieures qui travaillent déjà en entreprise et qui ont des questions particulières. Alors, ça peut être des difficultés, mais ça peut être aussi des questions sur leur carrière, voilà, les choix de carrière à faire, où elles souhaitent échanger spécifiquement avec d'autres femmes ingénieures. Le troisième axe, c'est l'action publique. Donc, on est force de proposition auprès du gouvernement pour promouvoir les métiers d'ingénieur et la place des femmes auprès de ces métiers-là. Et le quatrième axe, c'est les médias. Donc, une visibilité médiatique des femmes ingénieurs en intervenant sur des podiums, des forums, différentes actions et activités pour faire voir, pour visibiliser les femmes ingénieurs. On est présent sur tout le territoire français et voilà. Alors, nous avons une question de Fleur Hugo qui travaille chez Siemens CDA. Comment travailler sur la perception de l'égalité professionnelle auprès des tranches de plus de 40 ans? C'est une très bonne question. Est-ce que y a moyen d'approfondir un peu plus la question? Ou les questions ils viennent uniquement par écrit? Non, on peut lui donner la On peut lui donner la parole. Attends. Si on la retrouve. Voilà. Donc, Flore, tu peux activer. Donc, Flore, tu peux activer ton micro. Bonjour. Merci pour cette présentation de l'étude, enfin d'extrait d'étude. Ce qui m'a particulièrement touchée, c'est effectivement la sensibilisation des hommes et des femmes à la notion de mixité, qui, plus on avance dans l'âge, moins elle est forte. Donc, clairement, il y a un travail à faire, que ce soit vers les hommes, mais aussi vers les femmes. Hein. Je le vis aussi dans mon entreprise. Est-ce que vous avez des préconisations, des idées pour travailler, sensibiliser ces tranches d'âge un peu plus seniors? Nous sommes tous des seniors, malheureusement. Voilà, c'était à ce sujet-là. Alors, là, ici, je parlerai plus de mon expérience personnelle, en fait, où moi, justement, j'ai eu affaire lors de ma première grossesse avec un responsable hiérarchique qui était homme, 2 ans de la retraite, travaillant dans une entreprise qui n'avait pas de femmes sur des postes de cadre opérationnel, donc j'étais la seule. Et donc lui, pour la première fois de sa vie, était confronté à une cadre qui est enceinte, tout ce qui ça implique, voilà, une organisation du congé maternité, un possible remplacement ou pas de mon absence. Il était très clairement complètement dépassé par la question. C'est de là que découlaient du coup les problèmes. Parce que la seule solution qu'il connaissait, c'est évacuer la personne qui est à l'origine des problèmes. Mais en fait, il était tout seul. Il n'avait aucun appui. Donc, la RH ne portait aucun conseil. Ses supérieurs à lui non plus. D'accord. C'est là que je me suis quand même rendu compte qu'il y a un problème de culture d'entreprise. C'est la culture d'entreprise qui doit privilégier, à mon avis, la mixité. Et si elle ne le fait pas, alors soit on est un manager qui est extrêmement motivé, qui surpasse tout ça en se formant personnellement de son côté, alors qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, je pense. Hein. Et du coup, on est tout seul à pousser et on rencontre beaucoup de résistance. Soit c'est vraiment l'entreprise entière qui décide d'adopter une culture d'entreprise où sur tous les fronts où elle peut, elle favorise la mixité et pour ne plus avoir ce souci-là. Hein, parce que à 40 ans, pourquoi on n'est pas content? J'ai envie de dire, c'est parce que certainement on a eu des expériences déplaisantes ou qu'on a été témoin d'autres personnes qui ont vécu des choses
qui nous font dire, bah, tiens, non, on n'y est pas, non. Je pense que vous avez mentionné les points. Cet homme, ce manager, même avec toute la bonne volonté qu'il pouvait avoir, il était démuni. Donc effectivement, une notion, effectivement, les RH, les ressources humaines ont un rôle clé à jouer dans la mixité. Et après, toute la chaîne de management, parce que c'est vrai que Femmes Ingénieurs, comme le réseau que je peux porter dans mon entreprise, ce sont des groupes de volontaires. Et il faut une légitimation du management pour que, effectivement, la mixité prenne toute sa place en tant que valeur de l'entreprise. Je pense que vous avez touché le point sensible. C'est ça, c'est ça. Je passe à il y a d'autres questions. Je passe. Merci. Une autre question de Fanny Kittel qui travaille à l'IRT Nano-ELEC, qui est juriste à l'IRT Nano-ELEC. Iris, selon vous, comment sensibiliser davantage les dirigeants, plutôt majoritairement, comme on l'a vu, masculins, pour améliorer l'égalité salariale notamment et améliorer l'égalité aussi dans l'entreprise? C'est une question très intéressante. Alors, je pense que quand je lis sensibiliser, moi je pense tout de suite former en fait. Je pense qu'il faut réellement former les dirigeants à la prise de conscience en fait de tous ces facteurs qui font que les femmes gagnent moins que les hommes. Parce que c'est facile de dire, bah ouais, elles sont calées dans les secteurs plus rémunérateurs. Bah ouais, elles sont calées dans les postes de direction. Pourquoi elles ne le font pas? C'est leur propre choix. C'est la facilité de tout ramener au choix personnel de la femme. Alors qu'en vérité, il y a beaucoup de freins structurels qui font que ces choix sont faits. Et si un manager, s'il était conscient de tous ces freins et ces barrières-là, ça serait déjà une différence énorme. Et après, alors, il y a aussi autre chose. Alors là, on parle des dirigeants pour les sensibiliser. Je pense aussi qu'il faut sensibiliser les salariés, les femmes ingénieurs, aux techniques de négociation de salaire. C'est quelque chose que je constate tout autour de moi, c'est que c'est une pratique que même moi, personnellement, je ne l'ai pas appris dans mon entourage privé. C'est quelque chose qui ne se fait pas. On ne parle pas d'argent du tout. Et à la formation à l'école, on l'apprend pas. Et après, on se rend compte que les hommes, ils sont beaucoup plus à l'aise à amener le sujet, à en discuter, à négocier et avoir cette discussion autour de combien vaut mon travail, en fait, en chiffres, alors qu'en tant que femme, on a souvent tendance à moins aborder le sujet déjà, ou moins frontalement, quoi. Donc, je pense que ça aussi, c'est un point qui joue beaucoup sur l'évolution du salaire à compétences égales. Donc, c'est ces deux axes-là, en fait, une prise de conscience chez les dirigeants et monter en compétences au niveau des techniques de négociation pour les femmes ingénieurs. Après, je ne sais pas, Fanny, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si Fanny, tu peux activer ton micro. C'est dans la capsule en bas. Tu as un petit logo ou un rond en dessous de la capsule vidéo. Il faut cliquer si tu veux prendre la parole. Il y a quelqu'un qui écrivait. Mais... Ça marche? Ben, je ne sais pas, je vois pas si je la vois pas activer le micro. Ok. Apparemment, il y avait quelqu'un qui écrivait encore une question. Donc, ok. Donc, c'est vrai. On va voir si notre question. Alors, Séverine Chérami, qui travaille chez Aledia. Merci Iris pour votre intervention. Êtes-vous personnellement pour ou contre les quotas? Quels seraient les effets positifs ou au contraire contre-productifs des quotas? Alors, personnellement, je suis absolument pour. Parce que je pense qu'il faut des mesures fortes pour changer quelque chose. Le pourcentage de femmes ingénieurs, là, il est à 23% de mémoire. Il y a 5 ans, il était à 22 ou 21%. Il y a 10 ans, il était à 18%. Donc, j'ai envie de dire, ça bouge extrêmement peu. Ça bouge très, très peu. Et c'est pas
en travaillant sur la prise de conscience des dirigeants, en espérant qu'ils se rendent compte que c'est dans leur intérêt aussi de privilégier, de faciliter la progression des femmes. Je pense qu'on l'a déjà essayé et que ça ne marche pas. Il n'y a que le quota qui marche rapidement. Pour que déjà les femmes soient sur des postes dirigeantes, sur des postes de manageuses, hein, et c'est ça qui va amener tout le changement, en fait, qui va changer déjà une prise de conscience des différentes... Moi, je pense que ça amène une prise de conscience sur tout type de discrimination, d'ailleurs, hein, et pas juste entre hommes et femmes. Et c'est cette prise de conscience aujourd'hui, elle fait défaut, en fait, auprès des dirigeants. Ils ont un savoir théorique qui dit que oui, on sait que théoriquement, il y a un problème. Bon, les femmes, apparemment, ils n'arrivent pas à avancer comme elles veulent dans leur carrière, mais ça s'arrête là, en fait, et ça s'arrête toujours là. On continue à faire son travail quotidien comme on l'a toujours fait. Voilà, parce que c'est la facilité, en fait, de faire comme on l'a toujours fait, comme on l'a appris. Et pour faire un virage radical, il faut des quotas. Voilà, ça c'est mon avis. Donc, après, Séverine, c'est pareil, hein, si vous voulez vous exprimer, qu'on échange, qu'est-ce que vous en pensez? Séverine, tu peux prendre la parole si tu veux. Tu peux cliquer sur la capsule micro qui est juste en dessous de la capsule vidéo. Il y a un petit logo. Oui, je crois que ça marche. On t'entend. Bonjour. Et bonjour. Merci de cette organisation aujourd'hui. Merci Iris de la réponse. Il y a débat. C'est mon côté normand sans doute. J'ai sur les quotas, j'ai un avis assez mitigé en fait. J'ai peur des effets pervers de légitimité des gens, des femmes qui ont elles réussi aujourd'hui ou qui vont réussir à avoir un certain statut technique, managérial, enfin peu importe, et dont il est possible qu'on se pose la question illégitime, complètement illégitime, de savoir si elles sont là uniquement parce qu'elles sont des femmes, ou alors elles ont été embauchées uniquement parce que il y avait 2 CV et que on a pris la femme. Donc je suis assez je suis partagée, très partagée. Ok. Je constate que ça ne bouge pas, mais depuis le temps qu'on parle de ces quotas, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on parle des quotas, donc à force d'en parler, rien ne se met en place. Donc c'est peut-être aussi un moyen de retarder la décision. Une non-décision, c'est pratique. Oui. C'est pour ça, moi aussi, l'effet pervers, entre guillemets, je le connais à dire, ah bah oui, mais elle a juste réussi, bon, c'est parce qu'elle est une femme, ils l'ont pris pour ça. Oui, à compétence égale, tout à fait, à compétence égale, on peut privilégier la femme, mais c'est parce que c'est à compétence égale. Et après, je ne sais pas si vous connaissez la petite phrase à dire que, je ne sais plus qui l'a dit, on aura réellement acquis l'égalité entre hommes et femmes quand on aura des femmes médiocres sur des postes à responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, les postes à responsabilité, ils ne sont pas que détenus par des hommes brillants. Il y a des hommes qui sont brillants, il y a des hommes qui sont moins brillants, il y a des hommes qui sont médiocres, hein, qui font leur boulot, ça passe, voilà, ni plus ni moins. Et le jour où on aura des femmes qui sont elles aussi, qui ne sont pas obligées d'être excellentes et sans faille pour être légitimes, mais qui peuvent aussi juste être dans la moyenne. En fait, c'est là, moi je pense aussi que c'est seulement là qu'on aura réussi à avoir une réelle égalité. Je la ressortirai celle-là. Comment vous dites, on aura réussi quand il y aura. On aura réussi à avoir une réelle égalité quand on pourra avoir des femmes médiocres sur des postes à responsabilité. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est ça. Les hommes, ils ne sont pas tous excellents. Enfin, voilà, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des mauvais, des moyens, des très bons. Il faut aussi qu'on puisse avoir une femme qui est pas bonne et qu'il ait le droit de passer sur autre chose sans qu'elle ait le label de la femme qui a échoué, quoi. C'est ça l'égalité.
Merci beaucoup, Iris. Donc, je rappelle, Iris est membre de l'association Femmes Ingénieurs, dont Nano Elec est membre. Et nous vous retrouverons le 7 avril pour une présentation plus détaillée de cette association avec votre consoeur de Framatome. Toujours dans le cadre de nos actions en faveur de l'égalité et de l'équilibre femmes-hommes dans la filière électronique, nous lançons à l'occasion des 10 ans le prix Nano Elec pour les femmes dans la recherche technologique. Je laisse la parole à Hugues pour l'introduction. Bonjour à tous. Merci Iris pour cette intervention très intéressante. Je tiens pour commencer à remercier Sandrine et François qui sont depuis plus d'un an maintenant extrêmement proactifs dans le développement d'actions au sein de l'IRT Nano Elec sur ces enjeux de parité et d'égalité. Ces actions s'insèrent globalement dans les objectifs définis par l'ONU au niveau du développement durable, et en particulier sur les actions 5, l'égalité entre les sexes, et l'action 10, qui est la réduction des inégalités. Ce sont des enjeux qu'on considère très importants. On va voir ensuite, en particulier dans un monde qui est perturbé par des enjeux de pouvoir, de violence, la diversité est un enjeu de stabilité. Sur le développement durable au sens large, on a lancé un certain nombre d'initiatives. On peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Oui. On travaille avec des PME dans un dispositif qui s'appelle EasyTech, et on a évalué des outils pour faire du diagnostic flash de projet, pour aider les entrepreneurs de PME à identifier sur quels axes ils pourraient travailler le plus tôt possible lorsqu'ils lancent des projets d'innovation. On est en train de mettre en place une expérimentation d'évaluation et de développement d'outils d'éco-conception en phase de R&D, en particulier sur des filières microélectroniques, puisque c'est notre cœur d'activité. On a ces activités autour de la parité et de l'égalité, donc qui vont se traduire par le lancement de ce prix qu'on va détailler dans quelques minutes. Et on travaille avec notre programme ingénierie de la formation, en particulier animé par GEM et par Grenoble INP, à la mise en place d'initiatives sur le développement durable à destination des étudiants en formation scientifique, mais aussi en formation d'entrepreneuriat et de management. Donc, on peut passer à la diapo suivante maintenant. Donc, l'enjeu de ce prix, c'est d'une part l'occasion de célébrer les 10 ans de l'Institut, puisque l'Institut a été créé en 2012. Et c'est également à l'occasion, pour le premier prix qu'on met en œuvre, c'est de l'axer justement sur ces enjeux de parité. Donc c'est la première édition, ça ne sera pas la dernière. On a choisi, après discussion, d'essayer de trouver un format simple et opérationnel. Et on fera bien sûr un retour d'expérience en fin d'année pour vérifier ce qui a bien fonctionné, s'il y a des points d'amélioration à envisager. Ce qu'on souhaite faire, c'est en particulier souligner la contribution et le rôle de femmes dans la filière de l'électronique, en particulier pour la recherche technologique. C'est un prix qui peut valoriser à la fois des profils techniques ou scientifiques autour de l'excellence, mais aussi des profils complètement différents qui peuvent être dans le domaine de la gestion juridique ou autre, du moment que ces personnes ont eu une contribution significative au programme de Nano Elec, puisqu'en fait, dans un programme et dans un projet, il n'y a pas que les gens qui contribuent d'un point de vue scientifique, il y a des gens qui contribuent à la réussite des projets par des actions très diverses. On maintient ce qui est notre ADN à l'IRT Nano Elec, qui est la symbolique du lien public-privé. Et du coup, les candidats ou les gens qui seront promus par leur pairs, parce que on va voir juste après la manière dont on va fonctionner, peuvent être issus du milieu public comme du milieu privé. Et le jury lui-même a été construit de manière à ce que l'on ait des représentants à la fois du monde industriel et du monde académique.
Et je redonne la parole à Sandrine qui va préciser un peu plus les modalités et le lancement de ce prix. On vous invite à diffuser cette information dès que vous la recevrez pour inciter au maximum de candidatures via la prise de connaissance de ce prix au sein de nos organisations, voire même de notre écosystème. Donc, en fait, l'objectif est, on lance donc ce concours pour l'attribution de 2 prix à 2 femmes. Une femme un petit peu plus d'une tranche de moins de 35 ans et au-dessus de 35 ans. Donc, ce concours est organisé dans l'esprit des objectifs durables par les Nations Unies qui promouvoit une égalité homme-femme d'ici 2030. D'après l'ONU, l'égalité homme-femme fait partie des 17 objectifs à atteindre, décide d'atteindre en 2030. Et l'égalité des sexes n'est pas seulement un droit fondamental à la personne, mais elle est aussi un fondement nécessaire pour l'instauration d'un monde pacifique, prospère et durable. D'après, c'est le texte de l'Organisation des Nations Unies que je vous ai lu. Donc le principe, c'est que les candidates seront recommandées par des nominations par des tiers. L'appel à nomination est lancé aujourd'hui, le jour symbolique de la Journée internationale des droits de la femme. Et les candidates se présenteront en public le 23 juin, le jour des femmes ingénieures, la Journée internationale des femmes ingénieures. Et les prix seront remis lors de l'Assemblée générale de l'IRT. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail, donc le 8 mars, donc on fait appel à nomination, donc on essaie de demander à des gens de nominer. Ne vous limitez pas, nous serons ravis d'avoir de nombreuses candidatures, pas d'autocensure, nous souhaitons avoir un grand nombre. Donc le 1er juin, il y aura la présentation du jury et un point sur les candidatures. Donc, le 23 juin, en soirée, il y aura un pitch des candidates. Le jury est composé, en fait, de 2 personnalités externes, de 2 industriels, dont un PME ETI, 2 académiques, un président, plus un secrétaire qui sera neutre. Le 27 juin, le jury délibérera et il y aura publication des résultats. Et en octobre, on fera la remise des prix lors de l'Assemblée générale par le président de Nanoélec. Donc, le prix, c'est la promotion de cette personne pour la rendre plus visible, pour de montrer que les femmes ont toute leur place dans la recherche technologique avec une vidéo, une interview vidéo, audio, un portrait, voilà. Le prix, ça sera 2 000 € avec un trophée et une invitation à une conférence grand public. Donc, en termes d'organisation, il y a un pré-dossier à remplir qui est assez synthétique, qui n'est pas très compliqué à remplir, qui explique le nom de la personne, son prénom, son rattachement, un petit résumé de la justification, une lettre de recommandation et une biographie très succincte, un nombre de contacts. Et puis le dossier de la nominée, comme on l'a dit, ça peut être à la fois quelqu'un de scientifique. Donc si c'est quelqu'un de scientifique, c'est plutôt les articles scientifiques, ses brevets, ses licences, les faits marquants et son CV. Et si c'est quelqu'un qui n'est pas scientifique, ça sera plutôt les faits marquants, son CV et ses contributions. Donc un prix qui va de 25 à 35 ans et un prix au-delà de 35 ans. Voilà, et les prix, ce sera le numéro 1 dans chaque catégorie de chaque tranche d'âge. Voilà. Vous avez beaucoup de détails sur l'explication au niveau du site de Nanoélec et le règlement qui est associé. Est-ce que vous avez des questions ? Ou un simple commentaire ou...
Donc, quelqu'un écrit, donc on attend. Donc, Flore dit que c'est une super initiative. Flore Beau de Siemens Didier. Donc, je laisse, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous vous proposerons une permanence en mode distanciel le mardi 22 mars de 9h à 9h30 et de toute façon, nous sommes disponibles, que ce soit François ou moi-même, pour répondre. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions en plus. Vraiment. Et on attend, n'hésitez pas à regarder autour de vous qui pourrait à solliciter, à diffuser cette information auprès des équipes et surtout n'hésitez pas à nominer des femmes. Nous avons un grand besoin, on est actuellement dans la microélectronique. Ce sont quand même des secteurs en tension où on a du mal à recruter et mettre en avant des femmes, c'est aussi montrer qu'elles ont toute leur place et encourager quelque part les femmes à venir candidater et sur ces entreprises-là ou les organismes et leur donner envie, elles arriveront mieux à se projeter. Donc, c'est aussi un moyen d'encourager à la fois les jeunes femmes, mais à choisir des métiers scientifiques, mais également à rejoindre nos beaux métiers autour de la recherche électronique. La limitation à plus de 45 ans, en fait, ça a été recommandé par nos deux coachs. Après, si vous avez des gens très talentueux qui ont plus de 45 ans, on regardera bien sûr les candidatures. Alain Fontaine. Nous faisons aider par Alain Fontaine, qui a organisé beaucoup de prix et ce qui nous a permis de mettre au point très rapidement ce concours et d'être opérationnel et notamment au niveau du règlement. Il peut y avoir des candidatures de femmes managers. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il peut y avoir des femmes managers, des candidatures de femmes managers, bien sûr. Toutes les fonctions sont bienvenues. Pas d'autocensure. Si vous pensez qu'il y a des femmes qui ont fait avancer, qui ont eu une implication significative dans les programmes, n'hésitez pas à les proposer. Bon, il est 10h, ouais. Il est quasiment 10h. Je vous remercie d'avoir suivi notre séminaire. Encore merci beaucoup Iris pour ta présentation qui est extrêmement intéressante. Donc je vous reprécise, le 7 avril, il y aura la présentation de l'association Femmes Ingénieurs pour montrer toutes les actions. Et on a un nouveau webinaire NanoElec ce jeudi de 9h15 à 10h avec la présentation des programmes de formation de Captronic Jessica. Inscrivez-vous, le lien est dans le chat. Et nous vous attendons nombreux. Donc, c'est des formations assez techniques, mais elles sont ouvertes à toutes les entreprises, notamment les PME. N'hésitez pas, c'est très ouvert, n'hésitez pas à faire diffuser cette information également. Merci encore à tous et puis à très bientôt et merci beaucoup Iris. Je vous remercie vous et je suis disponible si jamais quelqu'un a encore des questions autres, il peut me contacter par mail ou autrement, voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. À très bientôt, au revoir.